Bonjour chers auditeurs et chères auditrices, vous êtes bien sur RBS 91.9 et c'est Eric au micro qui vous parle dans le cadre des émissions La Caresse. Cela fait un mois que je n'ai pas pu m'adresser avec vous par les ondes et c'est pour vous faire un aveu. Mesdames et messieurs, je n'aime pas le foot. Enfin, si, j'aime assez taper le ballon par jeu. Enfin, bref, c'est assez compliqué et j'ai toujours eu du mal à identifier ce qui me pose problème. En tant qu'animateur, j'ai souvent trouvé pratique de taper le ballon, pas besoin d'expliquer les règles, on improvise un but avec des vestes, on identifie les deux équipes et hop, en 3 minutes on improvise un foot. Si le groupe d'enfants est dans le jeu, on peut même les laisser jouer en autonomie. Ils arbitrent la partie eux-mêmes et nous n'intervenons qu'en cas de désaccord. Et puis c'est un jeu riche, où il est nécessaire de développer des stratégies, où il faut travailler en équipe. Et même, d'une certaine façon, l'engouement populaire n'est pas forcément mauvais. Rassemblement des diversités, l'équipe Black Blamber qui est devenue un temps la France Black Blamber, c'était pas si mal. Qu'est-ce qui me pose problème alors ? Eh ben, ce sont les enjeux autour de tout autour du foot. Une compétitivité extrême entre les joueurs, entre les équipes. Ensuite, parce que beaucoup d'argent irrigue les stades de foot et les supporters ensuite. Alors je comprends qu'on puisse encourager l'équipe de notre village, de notre ville, de notre région, de notre nation, mais ça ne va pas sans reconnaître ceux qui s'opposent à nos joueurs et nos joueuses. Parce que eux aussi, ce sont des joueurs et des joueuses qui sont eux aussi soutenus par des groupes de supporters. Quand la compétition devient trop intense, au point de vouloir détruire l'autre parce que ce n'est plus un adversaire mais un ennemi, là je n'aime plus, là je ne comprends plus et je n'accepte pas les dérives extrêmes qui en découlent. Et c'est d'une des plus terribles dérives dont nous allons parler dans l'interview que je vais vous diffuser. Il y a 1 an et demi, dans le cadre des émissions de Strasbourg et d'ailleurs, nous étions insurgés de l'agression raciste contre des joueurs noirs sur un terrain de foot en Alsace. Et c'est de cet événement dont nous allons parler. Mais avant cela, Jean-Michel Dietrich et Kerfala Sissoko, qui sont les 2 personnes que j'ai interviewées, et moi-même, tenons à remercier Orkia Kalouche et Nesrine Tedjini, sans qui cette rencontre n'aurait pas été possible. Nous remercions aussi le personnel du Café Le Claridge de bien avoir voulu nous accueillir et permis d'enregistrer dans leurs locaux. Alors, vous pourrez entendre cette interview juste après cette courte pause musicale que je vous propose. Une chanson des Fatal Picard dont la thématique n'est pas si éloignée qu'il semble de notre sujet. La chanson, c'est Au mariage de Kevin et de ma sœur. Il y a des jours dans la vie qu'on peut pas oublier. Pour moi le meilleur c'est le jour où ma sœur s'est mariée. Une jolie salle des fêtes sur le parking du Auchan. L'arrivée en calèche avec Kevin dedans. Tout avait bien commencé, il avait plus qu'un peu. La belle famille c'était comme un rêve en mieux. Au vin d'honneur Kevin a tout de suite embrayé sur son cabriolet qu'on venait de lui brûler. Ceux qui mettent le bordel, il faut les foutre dehors. J'ai dit si on est ici, on les met où alors? Il a répondu tu vas quand même pas me donner tort. On va pas parler racisme, on va pas être d'accord. Moi je sais pas grand chose et peu de trucs me font peur. Mais s'il y a un autre mariage de Kevin et de ma sœur, je passerai peut-être mon tour, j'irai peut-être au cinéma. Même si c'est pour revoir Fast and Furious 3. Tout le monde aime bien le sport, à part les femmes peut-être. A dit le cousin de Kevin, celui qui écoute les grosses têtes. Et vu le chômage qu'on a, celles qui bossent font que du tort. Alors parle pas de féminisme, on va pas être d'accord. Les femmes fonctionnent un peu comme des sortes d'animaux. Elles sont vives, elles s'emportent, mais oublient aussitôt. Un chien battu pardonne parce que fond il est gentil. Ça c'est pas des conneries, c'est Bigard qui l'a dit. Moi je sais pas grand chose et peu de trucs me font peur. Mais s'il y a un autre mariage de Kevin et de ma sœur, je passerai peut-être mon tour, j'irai peut-être au cinéma. Même si c'est pour revoir Taxi 43. Un Maléen immigré, il est mieux au Mali. Belle maman aimait l'Afrique, mais autant des colonies. Même s'il parle que le français, il sera mieux avec les siens. Comme dit Brigitte Bardot, faut qu'on soit plus humain. Un immigré en France, il nous coûte bien trop cher. Un immigré chez lui, il nous coûte que le charter. À ce moment précis, on touchait tellement le fond qu'il aurait juste manqué un accordéon. Moi je sais pas grand chose et peu de trucs me font peur. Mais s'il y a un autre mariage
de Kevin et ma sœur, je passerai peut-être mon tour. J'irai peut-être au cinéma, même si c'est pour revoir les bronzés en suédois. Parce que leur joli discours, leur coming out politique, pas même la fin de Festen, c'était plus bucolique. Ils aiment que ce qui leur ressemble, et le reste leur fait peur. Je leur souhaite bien du bonheur à Kevin et ma sœur. Ce soir-là, j'ai compris que je te verrais moins pour de bon. On prenait pour 10 ans, des fois c'est long. Ma petite sœur que j'avais, on se sépare pour de vrai. Je te laisse avec des gens qui sont tout moisis dedans. Nous sommes au bar de Claridge pour interviewer Kerfala Sissoko et Jean-Michel Dietrich sur cette question assez intéressante et assez prégnante du racisme dans le foot en Alsace. Alors, je vais déjà vous demander de vous présenter en quelques mots, si vous voulez bien. Je suis Kerfala Sissoko, ancien joueur de FC Benfeld. Je m'appelle Jean-Michel Dietrich, je suis le président de l'AS Benfeld. Qu'est-ce que vous aimez dans le foot ? Enfin, qu'est-ce que vous aimiez ou qu'est-ce que vous aimez encore dans le foot ? Ce que j'aime dans le foot, c'est plaisir, discipline, bande de copains, amis, une famille et cohésion de vie. Et pour moi donc par rapport à ce que vient de dire Kerfala Sissoko, ça représente un peu tout ça et surtout le partage entre chaque culture. L'ouverture entre chaque culture et à travers ça, cette richesse de culture, créer une équipe, former une équipe et tout simplement le plaisir de se retrouver, le plaisir de partager des moments intenses ensemble avant le match, pendant le match et surtout après le match. C'est-à-dire en fait l'idée c'est surtout de pouvoir faire quelque chose de commun malgré avec la diversité culturelle. Oui, alors ça a toujours été mon projet quand j'ai repris la présidence du club. Mon objectif, c'était tout simplement s'ouvrir, que le club puisse s'ouvrir à toutes sortes de cultures et qu'à travers ces différences de cultures, qu'on puisse créer une équipe et où tout simplement les sensibilités de chacun puissent créer une force plutôt qu'un conflit et qu'à travers ça, on puisse évoluer tous ensemble, s'apprécier, apprendre à se connaître et tout simplement par ce biais-là prendre du plaisir sur le terrain et d'avoir tout simplement le plaisir de se retrouver tous les week-ends. D'accord. À contrario, qu'est-ce que vous n'aimez pas dans le foot ? Dans le foot, ce que j'aime pas, pour être sincère, c'est le haut des dirigeants. Surtout dans le foot amateur. C'est les gens qui sont plus hauts. Je ne parle pas des présidents de club ni les entraîneurs. Ils font super bien leur boulot. Mais les gens qui décident dans le foot amateur, ils pourrissent le foot amateur. On ne pourra jamais avancer comme ça. Dans le monde pro, tout est rose, tout est bien. On voit tout le temps les sensibilisations de trucs de racisme et tout. Mais dans le foot amateur... moi, mon avis, ce que je pense, peut-être tout le monde ne pense pas, dans le foot amateur, les hauts personnes, ils pensent seulement à vendre les licences à les clubs pour faire signer plus de jeunes, mais ils ne savent pas dans quel danger ils exposent les jeunes. Même quand il y a des problèmes, ils ne cherchent pas à trouver des solutions pour arrêter ces problèmes. C'est pour cela que j'ai dit, si c'est au niveau des présidents de clubs, des entraîneurs, des équipes de foot, tout est bien. Mais il faut quand même revoir le parti des décideurs. Moi, ce que je déteste dans ce sport, et j'ai vraiment appris à découvrir à travers ces dernières années, c'est la violence et surtout le racisme. Voilà, c'est des choses que j'ai pu voir. Alors, je connaissais de manière latente quand j'étais plus jeune, quand je voyais parfois certains comportements, mais je pensais que c'était vraiment de façon disparate quelque part, des choses de façon anodine. Mais là, c'est vraiment, on retrouve vraiment ces moments de violence et de haine envers l'autre, envers ses origines, envers sa couleur de peau. De façon rédhibitoire et moi ça m'insupporte. Je veux dire quelque part, quelles sont les valeurs? Normalement un sport collectif apporte certaines valeurs et ces valeurs-là on les a oubliées. Ces valeurs-là, valeurs de partage, de respect, on les oublie totalement.
il n'y a plus rien. C'est la notion de résultat, quitte à écraser l'adversaire, quitte à lui faire mal, quitte à le faire sortir du match. Alors je sais que dans le foot à haut niveau, il y a une part de vice. J'ai plus ou moins joué au haut niveau, je sais ce que c'est, mais il y avait toujours une part de respect. Et ce respect-là, on ne l'a plus. Et quelque part aujourd'hui, il faut voir la réalité en face. Ce qui est arrivé à Kerfala Sissoko, on est passé tout près de la mort. Et je pense que et la chance aujourd'hui, c'est qu'il est encore là, et bien je suis bien content. Mais s'il n'avait pas été là, je pense que les discussions seraient autres et je pense que chacun aurait dû se poser les bonnes questions et réfléchir différemment. Et moi, je souhaite qu'aujourd'hui, on puisse réfléchir différemment maintenant, avant qu'il y ait un mort. Voilà, c'est parce que quand le jour où il y aura un mort, ce sera trop tard. Et quand je vois certaines tensions qu'il y a autour des matchs, aux abords des grandes villes ou même dans les villages, je me dis attention. Je pense qu'on risque d'avoir des moments ultra graves qui risquent de nous tomber dessus si nous n'agissons pas tous ensemble. Et aujourd'hui, je pense que certaines personnes jouent bien les endormis et ça les embête plus ou moins de bouger et d'œuvrer pour que certaines choses changent. D'accord. Allez, on va un peu plus guérir. À l'origine, quelles sont les raisons, les rêves ou même les fantasmes qui vous ont donné envie de jouer au foot? À l'origine. D'abord, j'ai commencé à jouer au foot depuis l'âge tout petit. 4 ans, 5 ans, j'ai commencé à taper dans le ballon. Dans ma famille, tout le monde a touché un peu tout le monde joue au foot dans ma famille. Que ce soit mon père, mes oncles, mes cousins, tout le monde joue un peu partout. Et dans la maison, je voyais que du foot. Et ça parlait que du foot dans la maison. Et du coup, je suis rentré dedans à l'école, on jouait au foot. Pendant les heures de pause, les heures de creux, c'était foot. Et une fois, je me suis dit, ouais, je vais aller m'inscrire dans un club de foot. Je suis allé m'inscrire dans un club de foot. Ça m'a donné beaucoup de vision, de vivre avec des amis, de partager avec des amis. En fait, quand tu es dans une club de foot, on dit il y a 22 joueurs ou il y a 30 joueurs. Les 30 joueurs, ça ne veut pas dire que les 11 qui sont sur le terrain ou les 11 qui doivent jouer, il n'y a que les 11 personnes qui comptent pour toi. Non, c'est l'ensemble de toute l'équipe. Vous êtes une famille. Une fois que vous êtes tous ensemble, vous êtes une famille. En dehors du terrain, vous êtes une famille. Même sur le terrain, que ce soit partout, vous voyez, c'est fini, vous êtes liés maintenant pour de bon. Même vous changez de club, vous voyez, vous vous serrez les mains. Ce lien-là, dès que vous partagez une vestiaire ou dès que vous serrez les mains, vous êtes devenu une famille. Et cette famille, vous restez soudés pour de bon. C'est ça qui m'a beaucoup plu dans le football. Quand je jouais à Benfeld, peut-être le président ne savait pas, on avait un compte Snap. On avait créé un compte Snap. Tous les joueurs. On a mis AS Benfeld. On communiquait là-bas, on se parlait là-bas, on se donnait des rendez-vous. Quand on était en retard, on se parlait, on partageait les week-ends ensemble. On se faisait des vidéos parce qu'on était devenus, l'équipe était devenue une famille. L'équipe était devenue mixte. Il y avait une bande de Renois, une bande de Turcs, une bande d'Arabes, une bande de Français. Tout le monde, on était tous ensemble. À l'entraînement, ça rigolait, dans les vestiaires, ça rigolait, il y avait l'ambiance. On mettait la musique, et la musique, on partageait tous la même musique. Des fois, le coach n'a même pas besoin de dire ouais, telle personne va être avec telle personne. On était soudés tous ensemble. Même à l'entraînement, quand on dit mettez-vous à deux, le coach n'a même pas besoin de dire ouais, telle personne va être avec telle personne. On se met cache, on se met là directement. C'est ça qui est beau dans le football. C'est ça qui est beau dans le sport. Quand vous êtes tous unis et multicolores. Quand il y a beaucoup de personnes qui se mélangent et que vous voyez il y a beaucoup de cultures que vous partagez. Parce que nous, quand on parle de notre culture, à des Turcs et les Turcs nous parlent de leur culture, ça nous donne plein d'idées. Et quand on parle des cultures alsaciennes, les Alsaciens nous donnent des cultures alsaciennes. Et nous, on les partage de nôtres. Ça nous donne plus de comment je vais dire ça, ça enrichit tout le monde. Et ce que je vois dans beaucoup de vestiaires et ce que j'ai vu à Benfeld, il y a beaucoup de différences. Benfeld, ça n'a pas été mon premier club. J'ai joué un peu partout dans le centre de Strasbourg. Mais Benfeld, on était vraiment une famille, on était vraiment soudés. Il y avait une bande d'amis qui s'est créée de liens. Il y avait une bande d'amis qui traînent ensemble, une bande d'amis qui jouent ensemble. Et quand on partait même sur le terrain, quand on jouait, même si on perdait, ça se voyait qu'on était une bande d'amis.
les liens étaient soudés. Au début, c'était un peu compliqué, mais au fur et à mesure, on jouait, on était devenus des meilleurs amis. Donc si je comprends bien, à l'AS Benfeld, c'était pas pareil que dans les autres clubs. Il y a d'autres clubs où ça fonctionnait différemment. Ça fonctionnait différemment. Quand je dis différemment, il y avait une partie qui était un peu... genre, chacun avait son groupe. Je venais avec mes potes, mes 4 potes. On se posait dans le vestiaire, on se changeait, on rigolait entre nous. Et les autres aussi restent là-bas entre leurs potes. On partait à l'entraînement, on partait entre potes. Et à Benfeld, dans les vestiaires, tu vois, il y a du mélange partout. Dans le vestiaire, tu vois jamais, là, tous les Réunions sont là, les autres sont là, tous les autres sont là. Non, on se mélangeait. Alors moi dans le sport, j'ai toujours aimé le sport. Alors j'ai commencé par les arts martiaux et je m'y suis mis un peu sur le tard dans le foot. J'ai commencé en tant que minime dans le foot. Alors c'était U13 je crois, U12 ou U13. Je prenais beaucoup de plaisir dans les arts martiaux parce que ça m'inculquait beaucoup de valeurs, des valeurs que j'ai peut-être je souhaitais retrouver mais dans l'aspect collectif du sport. Et c'est vrai que le football, tout le monde en faisait. Et, on n'avait pas besoin d'une balle même pour jouer au foot. Il suffisait d'une balle de tennis pour jouer au football, voilà, un arbre pour faire un but. Et donc voilà, j'ai appris à jouer à l'école, des choses comme ça, dans la rue. Et puis après, je me suis mis à jouer dans un club où j'habitais. Et puis je me suis mis au jeu. Et puis voilà, je jouais en tant que gardien de but. Et voilà, j'ai appris sur le tard et j'ai pris beaucoup de plaisir. Et tout simplement, quand tout ce que m'a appris le foot, le sport en général et le sport co, j'avais envie de le transmettre aux joueurs, dans un premier temps en tant qu'entraîneur, et puis par la suite en prenant les destinées du club de Benfeld. J'avais été longtemps commerçant sur Benfeld et il était important pour moi de ne pas laisser mourir ce club-là et puis de lui redonner une nouvelle image, une nouvelle dynamique. Donc pour reprendre un club qui est en difficulté, c'est très compliqué. C'est une association de personnes qui veulent croire au projet et puis petit à petit ce projet prenait forme. On avait, comme le disait très bien Kerfala, une belle image. On commençait à s'amuser. Tout au long de cette fameuse saison, sur l'ensemble des matchs que nous avions fait, on n'avait eu aucune expulsion, donc pas de carton rouge. On avait un comportement digne, correct. Parfois, on était aussi, on n'était pas non plus des anges, mais on respectait le corps arbitral et l'adversaire. Voilà, donc pour moi, ce qui me plaisait, c'était tout simplement ce qu'on pouvait créer au sein d'une société, dans le monde pro. On peut le faire aussi de manière dans le monde amateur, c'est-à-dire tout simplement créer cette richesse et cette cohésion de groupe à travers les différences de culture au départ. Voilà. D'accord. Du coup, ça, on a parlé de ce que vous avez fait rentrer, donc c'est aussi un peu ce que vous avez fait, ce que vous a aidé à continuer. Est-ce qu'il y a autre chose que l'esprit de corps aussi qui vous a aidé à continuer dans le foot? Tu sais, dans le foot, j'ai vu des grands joueurs. J'ai vu des joueurs jouer, j'ai aimé. J'avais un ami qui jouait au foot en club. Et à chaque fois, on me parlait de foot. Et quand je voyais à la télé, je voyais les gens jouer, tu te dis, ouais, moi, je fais pareil. Et quand tu voyais, moi, à mon époque, je n'ai pas connu les grands joueurs comme les Pelé, des trucs comme ça. Je venais à l'époque de fin de Zidane, de Ronaldinho. Et quand tu viens, tu vois ces gens-là, tout le monde parle de lui. Tu es sur le terrain, tu vois tout le temps les vidéos, tout le temps les matchs comme ça. Et ça te donne l'ambition aussi de progresser comme ça. Surtout, comme je dis, en Afrique, moi j'ai presque grandi en Afrique. En Afrique, tu n'as rien. Tu n'as que le foot. La moitié des Africains ne connaissent rien à part le foot. Parce que c'est le seul truc qui te fait passer du temps. L'école, foot. Donc c'est tout ça qui m'a forgé de rentrer dans le monde du foot. Alors moi j'ai pour principe de dire tout simplement le sport, le domaine associatif, c'est tout simplement partage tes richesses, partage ce qu'on t'a inculqué et tout simplement transmet les valeurs qu'on t'a transmises. Je pense qu'aujourd'hui le sport et dans le domaine associatif on se doit, le maître mot c'est le partage. Donc partage d'expérience et tout simplement ce que l'on m'a inculqué, ce que j'ai eu comme plaisir de pouvoir recevoir et c'est le rendre
ce que le sport m'a donné, j'ai envie de le rendre et d'expliquer que tout simplement, un club, c'est pas une personne, c'est tout un environnement que l'on met en place et chacun a son rôle important à jouer. Et je pense que quand on arrive à drainer un groupe autour de soi, c'est le plus beau moment qu'on puisse partager, quoi. Voilà. C'est ce qui m'a donné envie de pouvoir lancer quelque chose, créer quelque chose et faire quelque chose. Et mon objectif principal, c'était de s'ouvrir à différentes cultures. Voilà. Mon objectif, c'était que l'équipe, comme on en a parlé justement en 1998, voilà, l'équipe blanc-beurre, on peut le faire. Nous aussi, on peut rééditer cette cohésion d'équipe. L'objectif, c'était pas de gagner tous les matchs, mais simplement de s'amuser sur le terrain et prendre du plaisir tous ensemble. Est-ce que le fait d'être footballeur, c'est quelque chose qui dépasse le terrain de foot? En quoi et comment? Oui, avec les enfants, comment dire ça, quand tu joues au foot, quand tu as un gamin, ça te permet de partager avec lui, d'aller courir avec lui, de lui montrer comment tu jouais, parler un peu de ce que tu as fait. Et ça te permet de te forger mentalement aussi. Forger mentalement par rapport à quoi? Quand je dis te forger mentalement, pour connaître la vie du groupe. Et tu peux aussi donner ce genre de conseils à ton fils ou à ta fille. Genre, quand il y a un truc qui ne va pas, qu'elle fait sur le même sport que toi dans le football ou une autre discipline dans le sport, tu peux aussi le conseiller. Quand je jouais, j'étais comme ça. Même quand il y a un truc qui ne va pas, tu peux l'aider à se préparer mentalement. Tu peux même l'aider à avancer plus. Parce que tu as vécu ce que tu as vécu, tu le partages avec lui. Et ça ne sera pas pareil comme si c'est quelqu'un d'autre qui lui conseille dehors et que comme si toi tu lui conseilles à la maison. Quand toi tu le conseilles à la maison, tu lui parles clairement et tu lui expliques des choses, tu prends beaucoup de plaisir à le partager avec elle ou il, que quand quelqu'un d'autre qui le partage, il lui dira c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Tu peux même le permettre de s'améliorer sur beaucoup de trucs. Alors ce qui était formidable durant cette période-là, c'est quand nous avions des matchs, nous avions des enfants qui nous suivaient. Alors effectivement, j'avais mon fils qui venait assister à tous les matchs et puis les enfants d'autres joueurs, enfin les enfants des joueurs de l'équipe première qui venaient aussi assister au match. Et c'est vrai que quelque part, à travers ça, on se disait, on se devait déjà nous donner une image respectable vis-à-vis de ces enfants-là. Tout simplement parce que l'enfant est une éponge à un certain âge et reproduit ce qu'il voit, ce qu'il perçoit à la télé, ce qu'il voit quand il assiste à des matchs de seniors. Et donc nous aussi, nous devions de présenter aussi une image digne vis-à-vis de ces enfants-là. Et sans mettre en focus dessus, c'est tout simplement le fait d'être aussi représenté, d'être représentatif vis-à-vis de ces enfants. Et donc mettre en place et montrer une image qui donne envie aussi aux enfants de pouvoir faire ce sport ou de pratiquer un sport quel qu'il soit à travers des valeurs que l'on communique. Ça c'est pour moi c'est important. D'accord. Alors, Kerfala, vous avez été victime d'une agression. Vous avez été victime d'une agression sur un terrain de foot. Mais avant cette agression sur le terrain, est-ce que vous ou d'autres joueurs, selon votre connaissance, ont été la cible d'agressions discriminatoires? Enfin, allons dire le mot d'agression raciste. Avant que ça m'arrive? Avant l'agression physique directement, est-ce qu'il y a déjà eu des signes des agressions racistes? Sur le même match? Sur le même match ou même sur d'autres avant? Sur le même match, oui, il y a déjà eu avant d'abord l'agression, on recevait des coups, des paroles, des menaces. On recevait beaucoup de coups et à chaque fois les coups ils partent avec des paroles derrière, parce que quand vous touchez quelqu'un et qu'il est à terre, vous venez lui dire pardon ou vous venez lui dire je suis désolé ou tu viens t'excuser. Tout généralement c'est ce que tout le monde fait. Et quand tu es à terre et que quelqu'un vient te dire on n'a pas encore fini avec vous ou vous n'avez rien vu encore, ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses le truc qui était déjà préparé quoi. Ça veut dire qu'eux sont bien préparés contre vous. Et quand vous tombez et que quelqu'un vous dit c'est sale nègre. Et quand vous partez ramasser la balle pour faire des touches,
et qu'on vous insulte derrière sale singe ou sale nègre ou retourner dans la bourse. Ça veut dire que c'est plus dans le contexte du football. C'est plus dans le contexte du football. Et tous ces menaces, ça te dit qu'ils sont déjà préparés, ils savaient ce qu'ils voulaient et ils savaient ce qui se passait. Et ça partait du camp des joueurs, mais des supporters aussi? Les joueurs, les supporters. D'accord. Et est-ce que vous avez connaissance d'autres équipes ou d'autres joueurs qui ont subi, enfin, pas forcément qui ont subi des agressions verbales ou physiques ou des choses comme ça? Oui, il y en avait, on était 3 titulaires sur le terrain. On était 3 qui étaient titulaires. Le 4e, heureusement, il était sur le banc. On était 3, nous les 3, on a tous reçu des coups, on a tous reçu des agressions verbales. On a tous reçu des menaces. Ah ouais. Et de la part de quelle équipe c'était Et l'équipe adverse de Mackenheim. D'accord. Alors effectivement, moi j'essaye depuis ce qui s'est passé d'effacer un peu tout ça, mais on peut pas. Pour moi c'est un drame, hein. C'est pas un incident ou un accident, c'est un drame. Et quand on retrace un peu ce qui s'est passé ce jour-là, alors moi j'étais sous le banc de touche, hein, j'étais comme pour vous dire, comme à ce niveau-là on joue, il n'y a pas d'arbitre de touche, donc j'étais office de arbitre assistant, donc juge de touche. Et donc on voyait un peu de loin ce qui se passait, on voyait une extrême tension et je voyais mes joueurs qui n'étaient pas de couleur noire qui demandaient à l'équipe adverse de se calmer, d'arrêter d'insulter mes joueurs. Et nous, comme on était sous le bord de touche, on pouvait pas voir ce qui se passait au cœur de l'action, mais on sentait quand même la pression et la tension étaient palpables. Je rebondis par rapport à la question que vous avez posée à Kerfala, par rapport suite à cette histoire-là, à ce drame. Beaucoup de clubs du championnat sur lequel nous disputions m'ont contacté et nous ont transmis leur amitié et leur solidarité par rapport à ce que nous avions vécu. Nous, on l'a vécu en plus donc des menaces et d'attaques physiques, c'est de propos racistes qui ont été échangés, hein, donc c'était carrément un contexte, aussi bien au niveau des joueurs adverses et en fin de compte des supporters qui étaient massés autour du terrain. Les autres équipes qui ont témoigné donc leur solidarité avaient eu des menaces, beaucoup de violence de la part de cette équipe tout au long de la saison. C'était leur moyen de fonctionnement de mettre sous pression l'adversaire pour gagner des matchs. C'était la provocation, des incitations à la haine et à la violence. Il y avait, pour vous dire que le lendemain du match que nous avions donc à Mackenheim, l'équipe devait se présenter, le club était convoqué à la Ligue dans le cadre de faits de violence contre une équipe du même championnat. Donc c'était pas anodin, c'était pas voilà, l'équipe était, on va dire, en termes de violence, c'était pas la première fois qu'ils exerçaient ce type de pression. Voilà. Ouais, mais du coup ça dépasse quand même la stratégie de jeu, quoi. C'est plus du football, c'est plus le sport qu'on aime. Pour moi, c'était un plan pour s'occuper de mes joueurs d'origine africaine. C'était sûr et certain. Et moi, quand j'ai vu ça, je disais c'est pas possible. Et on le ressentait pas comme ça. On n'avait rien à jouer. Ce match-là, pour nous, c'était au mois de mai. On n'avait plus rien à jouer. On ne montait pas, on ne descendait pas, on joue dans le plus bas niveau, donc on ne peut pas descendre. Notre intérêt, c'était juste tout simplement d'avoir le meilleur classement fair play possible. Donc l'objectif, c'était surtout pas de prendre de carton rouge ni de carton jaune. Donc l'objectif pour nous, c'était continuer à faire plaisir sur le terrain, à bien jouer au foot et essayer de grappiller des points par-ci, par-là, mais voilà, tout en ne prenant aucun avertissement. Voilà. C'est un objectif plus ou moins noble pour la fin de saison. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé par après ? C'était pas pendant le match, je crois que c'était à la fin du match. Non, c'était à la 43e minute. Et moi, déjà, avant que cela arrive, moi j'avais reçu un coup d'abord au niveau des côtes. Et j'étais au sol, j'ai crié et tout. Et après, le coach est venu, Gérard Simonet, il est venu avec une bouteille d'eau et tout. Il m'a fait quelques exos pour que je puisse respirer et m'étirer bien au niveau des côtes. Et après, j'ai repris le match et il y avait Moody qui avait la balle
qui partait tout devant. Et le défenseur, il vient, il le ramasse avec la balle. Et il tombe, il s'élève. Moudi était au sol. Au lieu de s'excuser, il commence à le menacer. Et Moudi se lève. Après, il y avait Ali qui est parti. Un de nos coéquipiers qui est parti par là. Moudi, laisse tomber et tout, calme-toi. Et Ali, il allait voir le joueur parce que le joueur, il parlait un peu, il se comprenait. Ali, il est parti, il a dit, mais pourquoi vous faites ça, arrêtez ça, ça se fait pas et tout. Et ça, c'était tout à fait normal. Et Momo s'est levé, on a parlé à Momo, il s'est calmé, il s'est réveillé, on a commencé à jouer, le jeu a commencé. Et Loïc, même pas 2 minutes, Loïc aussi pareil. Ils l'ont rentré dedans. Lui aussi, il est tombé au sol. Et à un moment, l'arbitre, il ne sifflait pas des fautes. Je ne comprenais pas. Il ne sortait pas les cartons. Je ne comprenais pas. Parce que quand vous voyez beaucoup de violence sur le terrain, pour calmer les choses, c'est des cartons. Et il ne sortait pas des cartons. Peut-être le match était venu plus fort que lui. Il n'arrivait plus à gérer. Après, il disait continuer le jeu. Et à un moment, j'ai reçu un coup au niveau du visage. Je suis allé le voir. J'ai dit, si ça continue comme ça, il vaut mieux qu'on arrête le match. Il m'a dit non, je fais un rapport. Et c'est parti. Il a toujours nié que je ne l'ai pas parlé comme ça. Il m'a dit non, je fais un rapport fin du match. J'ai dit ok, mais on ne peut pas continuer comme ça. Et après, le coach nous a dit non, arrêtez, allez, venez, calmez-vous, vous ne rentrez pas dans le jeu et tout, jouez votre football. On a repris le jeu. C'était juste au niveau de la surface encore. Le même moment qu'il a pris la balle, il avait éliminé 2 joueurs, il partait tout droit. Les 2 défenseurs centraux sont venus, les 2 en même temps, ils l'ont rentré dedans. Il est tombé, il était au sol, il donnait des coups de crampon, il dégageait, il donnait des coups. Et moi je viens, il y avait au moins 3-4 joueurs qui étaient sur lui, il donnait des coups, il était au sol. Et l'arbitre, il ne réagissait pas. Je venais en courant parce que j'étais en défense. Je viens en courant pour tirer Momo. Et l'autre, il me pousse. Le gardien, il enlève le maillot. Il vient, il commence à me donner des coups. Et tous les joueurs viennent sur moi, ils commencent à me donner des coups. Il y en avait un qui était sur moi. Il y avait des autres qui étaient sur Momo. Il y avait les autres qui étaient sur moi. Et après, mes coéquipiers sont venus. Ils ont essayé de nous défendre pour nous tirer, en fait. Parce que quand eux sont venus, ils ne sont pas venus en mode agression. Malgré qu'on était agressés, ils sont venus pour nous tirer, pour que nous, on puisse partir. Et à un moment, j'ai réussi à sortir dans ce euphorie. Je suis parti au centre du terrain. Après, le coach a dit on va dans les vestiaires. On court, on va dans les vestiaires. En partant dans les vestiaires, je me tourne. Je vois, il y a un supporter qui descend en courant vers moi. Il vient comme ça. Je suis en train de baisser, il me fait vous pensez que vous êtes fini? Parce qu'on n'aime pas sortir aux grandes sorties. On se baissait en bas des barrières pour aller dans les vestiaires. Pour sortir en bas des barrières pour aller en courant. Il sort le couteau. Il me dit pensez qu'on a fini avec vous? Il vient en courant vers moi avec le couteau, pointu vers moi. Et je commence à reculer en arrière. Je fais, mec, vous êtes sérieux là? Qu'est-ce qui se passe et tout? Et après, il ramène le couteau. Il voulait me donner le coup. Il voulait juste au niveau de ventre. J'ai fait comme ça et j'ai attrapé sa main. Je l'ai posé. J'ai couru pour aller au centre du terrain. Et en ce moment, il y a les autres aussi qui couraient derrière moi aussi. Et lui, il avait déjà la bouche qui était déjà ouverte. Et heureusement, lui, il a reçu au bon moment de courir pour aller dans les vestiaires. Lui, il a réussi à rentrer dans les vestiaires, mais sa bouche était déjà ouverte. Et Momo, il a couru vers dans la forêt. Ils l'ont suivi jusqu'à dans la forêt. Et moi, ils m'ont récupéré au centre du terrain. Il y avait des joueurs, des supporters. Ils ont essayé de me donner des coups. J'étais comme ça, je me défendais comme ça. Je faisais des pieds gauche-droite. Après, quand ils sont plus nombreux c'était plus contre moi et je ne pouvais rien faire. Je suis tombé au sol. J'ai commencé à recevoir des coups de crampon au visage, derrière la nuque. Après, j'ai perdu connaissance. Après, je me suis réveillé quand les pompiers sont venus. J'étais dans l'ambulance, j'ai dit mais qu'est-ce qui se passe et tout. J'ai dit qu'est-ce qui se passe. Après ça là-bas, la dame a commencé à me rassurer. Ouais, vous avez perdu connaissance, vous avez eu ça, vous avez eu ça. Après, quand tout ça s'est passé, j'étais à l'hôpital, je me dis qu'est-ce qui se passe. Après moi, je voulais me lever, j'arrive pas à me lever. Ma tête il tournait, ma tête il tenait plus. Et c'est à l'hôpital, là, ils m'ont dit vous avez une traumatisme crânienne, vous avez plusieurs fractures, vous avez beaucoup de problèmes. Mais ce que je veux dire, posez-vous, couchez-vous, vous ne bougez pas trop. Si vous voulez aller aux toilettes, faites-nous signe, on va trouver une solution pour ce qui fait ok. Et après, quand j'ai commencé à me réveiller, retrouver connaissance un peu, je sais pas, c'est le président qui m'a appelé, il m'a dit ouais, ça va et tout. J'ai dit oui, ça va. J'ai réussi à me réveiller, mais j'ai pas compris ce qui s'est passé et tout. Et on t'expliquait ça après. J'ai fait ok. Et après, j'étais à l'hôpital vers les 23 minuit, comme ça, 23h minuit. Il y a le coach qui est venu me voir, Gérard Simolet. Lui aussi, il n'était pas bien déjà de 1. Parce qu'il y avait les enfants du président, il y avait les enfants de Gérard, il y avait beaucoup d'enfants. Et après, Gérard, il vient, me fait ça va. Après, il essaie de me faire rigoler un peu, me faire parler, me faire passer à autre chose, mais ça ne passait pas. Après, j'ai dit attends, parce que
mes coéquipiers devaient envoyer un message, ils m'ont dit, mais est-ce que tu es où? Je ne voulais pas dire où j'étais réellement. J'ai dit, je suis à l'hôpital là, quelque part à Célestat. Ils m'ont dit, tu es au courant, tu as eu un carton rouge? J'ai dit, quoi? Après, j'ai dit, non, laissez tomber, j'ai pas envie de rigoler là, on laisse tomber, on passe à autre chose, je me sens pas bien et tout. J'ai tourné la page et quand Gérard Simon est venu me chercher à l'hôpital, on était pris dans la voiture et tout, quand je sortais de l'hôpital, je lui ai demandé, il dit, l'histoire des cartons rouges, c'est vrai? Il m'a dit oui. Et là-bas, j'étais encore plus mal que des blessures. Dans toute ma vie, j'ai fait le foot depuis quand j'avais 6 ans. C'est pas dans les vingtaines que je reçois un carton rouge. J'ai jamais eu un carton rouge dans ma vie. Ça m'a beaucoup blessé. Et cela m'a signifié, parce que tu n'es pas mort, donc on va essayer de te salir. Tu n'avais pas ta place parmi les autres. Et puis même le carton rouge, c'est celui qui agresse en général. Le carton rouge. En plus, je l'ai reçu. Si je jouais et que je courais, je donnais des coups, je peux comprendre. Je l'ai reçu au moment que j'étais au sol, j'avais perdu connaissance. Et après, derrière, me donner des suspensions qui n'existaient même pas, des matchs de suspension parce qu'il a essayé de se défendre. Et c'est cela, j'ai pas compris de un, le sens du carton rouge. La Ligue, ils ont sorti 10 000 Bobaraba, les justifications qui ne servent à rien. J'ai jamais compris mon suspension de 10 matchs. Et j'ai jamais compris les réactions de l'arbitre. Parce que quand vous avez une traumatisme crânienne, une fracture ouverte au niveau de la pommette, vous avez les côtes qui sont tous en rouge, vous avez le dos rouge, vous avez la tête il y avait un peu partout le sang. Moi j'ai un truc que j'ai vraiment du mal à comprendre, c'est parce que moi je sais qu'à l'époque, j'avais vu passer l'information, et sur une émission, j'en ai touché 2 mots sur une émission qu'on animait à l'époque sur RBS. Mais ce que j'ai vraiment du mal à comprendre, parce que quand je vous entends parler, c'est vraiment une agression extrêmement violente. C'est le fait qu'on n'en ait quasiment pas entendu parler, que ça n'a pas fait de bruit, que c'est... il y a des gens qui en ont parlé, mais comment ça s'est passé après quand... Alors l'arbitre, par rapport à ce qui s'est passé durant ce match, voyant de la façon dont était menée la rencontre, je pense que l'arbitre était mis sous pression par l'équipe recevante. Il faut savoir que la rencontre a été arrêtée à la mi-temps. L'arbitre a sifflé à la fin de la rencontre et a commencé à distribuer les cartes rouges à la fin de la rencontre, quand les joueurs continuaient à se faire agresser. Moi j'étais là pour constater tout ça. Il n'arrivait plus à tenir la rencontre, et pour vous dire, alors moi je peux pas non plus mettre la faute sur l'arbitre, parce que se retrouver seul à s'occuper de cette histoire-là, de ce drame-là, c'est impossible. C'est impossible. C'est déjà le club recevant devait, on va dire, tenir la sécurité du stade et faire attention par rapport déjà aux supporters de cette équipe-là. Il n'y a pas eu de sécurité qui a été mise en place. Donc voilà, tout le monde était susceptible de recevoir des coups, ne serait-ce que d'équipe adverse ou même l'arbitre. Donc lui, il a aussi eu... je pense qu'il s'est senti menacé, parce que quand tu as eu l'emballement, et moi j'étais sous le banc de touche, quand j'ai vu que mes joueurs, alors le premier qui partait vers le vestiaire, le deuxième qui partait vers la forêt, Kerfala qui était coursé, j'ai vu les supporters rentrer sur le terrain, donc courser mes joueurs. J'avais déjà mon réflexe, je ne savais pas où aller pour aller défendre l'un de mes joueurs. Mon fils qui était dans les gradins, je ne savais pas où il était, donc j'avais 4 foyers où je me dis qu'est-ce qu'il faut que j'aille face. Mon fils est venu vers moi, il est venu me rejoindre, et il a vu mon Kerfala se faire rouer de coups. Et il était pris on va dire, il était en train d'avaler sa langue. Le capitaine de l'équipe, le gardien de but, était venu, l'a mis en position donc de secours, et il lui a retenu la langue parce qu'il était en train de mourir. Et mon fils, voyant cette scène, me regarde et me dit: papa, il va mourir, Kerfala. Il avait 8 ans. Quand je posais la question de l'arbitre, est-ce que vous avez pu le revoir, comment il se positionne par rapport à ce qui s'est passé, est-ce que lui-même peut en dire encore?
Je sais pas si vous l'avez déjà revu, si vous l'avez revu la personne ou pas. J'ai jamais eu une conversation directe avec l'arbitre. Dire plus, c'est comme Jean-Michel Sarrété. C'est quand moi je suis revenu, après tous les problèmes, quand je suis revenu à Benfeld et que j'ai trouvé son fils, quand on a parlé, j'étais fondé dans larmes. J'étais fondé dans larmes. Parce que c'est pas un exemple qu'on doit donner aux enfants. Et voir un enfant de 8 ans qui pense déjà à la mort, c'est pas évident. Et Ouais, non, mais c'est surtout une confrontation à un tel niveau de haine qui devait être quand je vois tout ce qu'il a vu, traumatisant, quoi. tout ce qu'il a vu, tout ce qui s'est passé devant lui, et je vous jure, je fais des cauchemars le soir. Je me levais 2 fois, 3 heures du matin, 1 heure du matin, je courais dans ma maison. Je partais au salon, je me posais toute seule au salon. Et voir un enfant confronté à ça, c'est pas facile. Voir un enfant de 8 ans confronté à ça, c'est pas facile. Et ça m'a beaucoup touché. Ça m'a beaucoup blessé. Intérieurement, physiquement, mentalement, j'étais épuisé. Et ce qui concerne l'arbitre, j'ai jamais eu une conversation directe avec lui. Et je l'aurai jamais, et je ne veux jamais l'avoir avec lui. Parce que dans un truc, quand les choses se passent, il faut les dire comment ça se passe. J'ai jamais vu son rapport, j'ai jamais vu ce qu'il a dit et ce qu'il a fait. Je sens que ce n'a pas été digne d'un arbitre, d'un corps arbitrage officiel. Et du coup, quelles ont été les réactions de la fédération de foot en Alsace, ou même de la fédération? Est-ce qu'il y a des réactions? Est-ce qu'il y a déjà eu des réactions? Quelles ont été ces réactions? Même de la fédération de foot en France, française. Fédération française de foot, mais je n'ai pas eu de réaction. La Ligue, ils ont juste essayé de me pourrir. Pour étouffer? Parce que quand je passais au conseil de discipline, peut-être vous n'avez pas entendu parler, ou mon président n'était pas là. On avait, je crois, 40 minutes ou 45 minutes ou 1 heure. Tout est basé sur le président. Pourquoi le président du club n'est pas là? Il devait être présent, c'est lui qui a fait tout cela, c'est lui qui a fait jusqu'à aller dans la presse, c'est lui qui a publié sur Facebook. Au moment qu'on me donne parole, que je voulais expliquer les choses, comment ça se passait, non, ils ont tout coupé. À chaque fois que je voulais dire les choses, non, je ne voulais pas entendre ça. C'est comme ça passe comme ça. Et cette manière de faire les choses, c'est pas rendre justice. Parce que quand vous donnez parole à quelqu'un, vous le laissez parler, expliquer les choses, comment ça s'est passé, quelles que soient les circonstances, vous acceptez qu'il finisse d'expliquer comment les choses sont faites. Mais non. Alors effectivement, donc après ces actes, il y a eu un emballement médiatique au niveau des réseaux sociaux. Ma secrétaire donc était présente pour cette conseil auprès de la Ligue. La Ligue avait donc mis en place sa stratégie, c'était tout simplement faire valoir que durant ce match il n'y avait pas eu d'acte de racisme, mais plus simplement fait de violence entre 2 équipes. Or, ma secrétaire qui était présente, moi je n'étais pas là parce que j'étais en déplacement professionnel. J'avais donc mandaté mon vice-président, j'avais la secrétaire, le capitaine de l'équipe, mes joueurs qui ont été tabassés, Rouikou, et l'entraîneur, donc, ainsi que ma secrétaire qui était présente lors du match, qui s'est à un moment exprimé, on lui a coupé la parole. Pour expliquer, donc elle avait dit tout simplement que c'était pas uniquement des joueurs de l'équipe adverse qui insultaient et menaçaient et avaient des propos racistes, mais l'environnement, c'est-à-dire des gens au sein du club qui disaient derrière la main courante, elle l'avait entendu, elle avait assisté à la scène, qu'une personne s'était permis de dire les Noirs n'ont rien à faire sur ce terrain. Donc quelque part, c'était des mots graves qui étaient tenus par des gens du club adverse, et la Ligue en a fait fi parce que tout simplement eux n'avaient pas envie d'écouter ça, d'entendre ça, parce qu'ils avaient certainement des choses à devoir mettre en place et ne souhaitaient pas le faire. Donc aujourd'hui, la Ligue s'est plus ou moins tournée contre Benfeld.
Le club victime, c'est retrouver quelque part le club menacé. Moi je sais qu'aujourd'hui je suis pas apprécié auprès de la Ligue, mais c'est comme ça. Mais moi je préfère 1000 fois défendre la bonne cause, défendre mes joueurs qui ont été victimes. Et quitte à je préfère qu'on s'acharne sur moi, ça me dérange pas. Mais que moi je vais me battre jusqu'au bout pour faire reconnaître mes joueurs le statut de victime de ce qu'ils ont, de ce drame. Parce que donc ils ont été victimes. Moi, un joueur violent chez moi n'a pas sa place dans le club. Je lui signifie la fin de son aventure à Benfeld. Voilà, je ne souhaite surtout pas jouer, même s'il a du talent, mais jouer avec des joueurs violents et menaçants et qui ne respectent rien. Il n'a rien à faire chez moi dans mon équipe et dans mon club. Donc les joueurs qui étaient autour de moi, c'est des gens, ne sont pas, je répète, ne sont pas des enfants de cœur, mais des gens qui ont du respect, qui ont des valeurs et qui apprécient le foot plus qu'autre chose. Donc aujourd'hui le club adverse m'a poursuivi en justice parce que tout simplement ils m'ont dit que c'est moi qui avais posté des choses sur mon mur, le mur du club. Alors en aucun cas c'est moi qui l'ai fait. Donc j'ai été relaxé par rapport à toutes ces poursuites là. J'ai été sali, touché dans mon honneur, mais c'est pas grave. Je maintiens le cap. Moi, mon intérêt, c'est que tout simplement que mes joueurs soient retenus en tant que victimes, ce qu'ils ont, et je me battrai jusqu'au bout. Il faut savoir une chose, c'est qu'à la fin de ce qui s'est passé, je me suis dit, j'avais 2 réflexions à avoir. C'est j'arrête. Je dis c'est pas mon rôle. Je me reconnais plus dans ce sport et dans ce mode de fonctionnement. J'ai rien à faire à la tête de cette association là. Et je me suis dit, c'est l'âge de ma part d'arrêter parce que tout simplement, c'est laisser mes joueurs victimes et les laisser dans la mélasse. Et moi, quelque part, c'est pas mon rôle. Mon rôle, c'est d'aller jusqu'au bout. Et jusqu'au bout, jusqu'à mon dernier souffle, je me battrai pour eux et je n'arrêterai pas. Du coup, on a beaucoup parlé du sport et même du foot comme un bon moyen d'intégration. Est-ce que, après ces événements, on peut imaginer comment on peut imaginer transformer un peu les choses pour que ça devienne réellement un moyen d'intégration, un moyen d'accepter les autres malgré leurs différences ou avec leurs différences? Moi, je pense que le sport amateur, et ça reste amateur, on priorise une chose et c'est dommage et on le voit même à travers les jeunes, c'est la notion de résultat. La notion de résultat, c'est tout simplement notion de classement. Les meilleurs sont devant, les moins bons sont derrière. Oui, la compétition à outrance. Voilà, la valeur des choses. Et pour moi, on devrait mettre ces notions de résultat, notions de victoire à outrance. Parce que quand on vit dans ce domaine-là, victoire à outrance, il y a quoi? Il y a la triche qui vient avec, il y a le vice. Et ces notions de culture qu'on peut avoir à travers le sport quand on met le résultat à outrance, on n'a plus de respect, il n'y a plus rien, il n'y a plus de valeur que l'on enseigne, c'est fini. C'est la victoire ou rien, la victoire ou le néant. Et c'est dommage parce qu'on a d'autres valeurs à inculquer. Quand je vois même autour, je prends beaucoup de plaisir à aller voir les enfants jouer parce que les enfants ne trichent pas. Les enfants sont entiers. Ils jouent avec leurs qualités, leurs défauts et c'est beau encore de voir un enfant jouer et d'avoir un peu cet esprit d'équipe qui se perd chez les adultes. Et ces notions-là, on devrait peut-être... Je pense que la vérité du football, elle se trouve chez les enfants. Parce qu'eux ont des valeurs que les adultes non plus ont perdues. Une conclusion, Carfala? Sur cela, Jean-Michel l'a tout dit. J'ai rien à rajouter dessus. C'est ce qu'il a expliqué, c'est ça. Est-ce que cette expérience vous a donné envie de partir à la rencontre un peu des enfants? Et je ne parle pas forcément que dans le foot d'ailleurs, des enfants ou des clubs ou des fédérations, pour que les fédérations, les clubs, les grands clubs se positionnent aussi par rapport à ces questions-là? J'aimerais, moi j'ai essayé, en fin de compte j'ai tenté de le faire peut-être maladroitement mais c'est pas grave, mais qu'on puisse, quand un drame survient dans un département, dans une région, je pense qu'il serait temps peut-être de s'asseoir autour d'une table et de trouver des solutions.
parce que un drame, tout le monde le subit, ça aurait pu être aussi ailleurs, ça aurait pu survenir dans d'autres endroits. Donc je pense que ce qui est arrivé, ce drame, puisse servir à d'autres régions, à des gens qui veulent s'asseoir et trouver des solutions pour quelque part repenser le football, repenser le sport amateur. Parce qu'on le sait bien, un amateur ne deviendra jamais professionnel. L'objectif, c'est quoi du sport amateur? C'est prendre du plaisir, c'est après une activité professionnelle, prendre du plaisir à retrouver ses camarades de jeu. Et on devrait peut-être repenser le foot d'une autre façon et de voir davantage plus loisir que compétition à outrance. Même si quand on joue à haut niveau, c'est toujours intéressant de pouvoir se mesurer à de belles équipes, mais il y a deux cadres, je pense que dans le foot, il y a le cadre belle compétition, haute compétition dans le niveau amateur, et sport, on va dire, loisir. Et on n'œuvre plus assez pour ça. Alors cette année, donc le club fête ses 100 ans et j'aimerais, moi, on va organiser des festivités par rapport à ça, où on mettra l'accent sur la diversité et le foot sous ses plus belles formes, en véhiculant contre le racisme et contre même l'homophobie, tout ce qui peut exclure l'autre. Donc aujourd'hui, le plus important, c'est le foot ou le sport collectif doit véhiculer des images de paix, de respect et de belles valeurs pour entraîner de nouveau les jeunes à devoir pratiquer. Et je pense même, pour avoir donc... Je pense même on y est sur la question de sexisme aussi. Oui, bien sûr. Bien sûr, j'avais mis en place, même Carvala a été super agréablement surpris. Quand j'ai repris la présidence, ça avait quelque chose qui n'a jamais été fait à Benfeld, c'était une équipe féminine. Et l'équipe féminine même venait voir, assister aux rencontres seniors, et les joueurs seniors venaient voir l'équipe féminine jouer. Voilà, c'était superbe et c'est vrai que c'était du jamais vu à Benfeld et il y avait une très très belle et voilà, ça marchait très bien et on prenait beaucoup de plaisir à voir les matchs des uns et des autres et voilà, pour que c'est ça la richesse d'un sport. Ce qu'on produit, c'est pas le résultat, le palmarès, c'est tout simplement ce qu'on arrive à créer à travers en rassemblant des personnes, des jeunes femmes, des hommes à travers un projet. Voilà. J'aimerais aussi, moi, peut-être par la suite, œuvrer plutôt vers les jeunes et créer une académie, parce que donc j'ai deux forces, c'est la connaissance des arts martiaux, où j'ai pu faire 6 disciplines dans les arts martiaux, et à travers le foot, je pense que les deux peuvent allier, peuvent vraiment se correspondre, se rejoindre, pour que, à travers les enfants puissent évoluer et comprendre certaines choses, les valeurs du respect, le respect de l'autre, et qu'il n'y ait plus de différence entre deux personnes, mais de richesse, qui peut tout simplement s'imbriquer l'un avec l'autre. D'accord. Bien, je crois que ce sera un très bon mot de la fin. Je vous remercie d'être venu et puis d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous.